Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur radio-one.fr. Il est 19h, c'est parti pour le Sunday Time jusqu'à 20h avec un beau programme ce soir. Après le journal de 19h, nous serons avec Claire Charlot, professeure des universités en civilisation britannique. On reviendra notamment sur la victoire de David Cameron lors des dernières législatives. 19h30, le rappel des titres, suivi de résumé de l'actu boursière de la semaine avec Grégoire du site Bourse du Futur. Et puis en deuxième partie d'émission, nous serons avec Olivier Frigara, journaliste high-tech spécialisé chez Apple, qui a eu l'Apple Watch en main pendant 15 jours. Le premier verdict de cet Apple Watch, ce sera donc tout à l'heure, mais tout de suite, c'est le journal. Radio One, le Sunday Time. Radio One, le journal. Et à la une de votre journal, les autorités espagnoles annoncent avoir retrouvé les deux boîtes noires de l'Airbus A400M. Les enregistrements des données audio et des données de vol pourraient s'avérer décisifs pour déterminer la cause du crash de l'avion de transport militaire près de Séville hier. Des affrontements en Macédoine ont fait 22 morts, dont 8 policiers macédoniens et 14 assaillants présumés albanais selon la police. Et puis nous partirons en Suisse, là où l'auteur présumé de la fusillade qui a fait 4 morts avait fait l'objet d'une procédure pour blessure corporelle en 2007. Et tout d'abord donc on revient sur l'accident d'un A400M hier près de Séville. Il s'est écrasé donc près de l'aéroport de Séville en Espagne et a fait 4 morts et 2 blessés graves. C'est le premier accident qui est le plus mortel du nouvel appareil de transport militaire d'Airbus dont les exemplaires sont assemblés à Séville. Un avion en début de carrière qui a été livré pour la première fois à l'armée française en 2013. Après ce crash, la France a annoncé qu'elle maintenait les vols prioritaires en opération de ces A400M. En revanche, ceux de l'Allemagne et de la Royal Air Force britannique restent au sol. Reportage en Grande-Bretagne de Franck Matévon. L'armée britannique possède 2 Airbus A400M. Ces 2 appareils donc ne voleront plus dans l'attente des résultats de l'enquête sur l'accident en Espagne. La Royal Air Force a reçu livraison du premier de ces 2 avions de transport en novembre dernier. Elle a commandé au total 22 appareils dont les livraisons sont étalées sur plusieurs années. Si la vente était annulée, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, ce serait bien sûr un énorme manque à gagner pour Airbus. Le Royaume-Uni fait partie des 8 nations qui ont exprimé le besoin de disposer d'un nouvel avion de transport militaire, parmi lesquels 6 de l'Union européenne, la Turquie et la Malaisie. Le but est d'acheminer des troupes et du matériel dans les meilleures conditions, mais des clients se sont plaints de retard de fabrication, de livraison, le coût du programme ne cesse d'augmenter. Airbus doit maintenant faire la lumière sur de possibles problèmes techniques qui auraient entraîné le crash près de Séville. Les Britanniques seront très vigilants. Londres. Voilà donc Franck Matévon depuis Londres et l'accident, je vous le rappelle, donc qui s'est produit juste après le décollage de l'appareil lors de ce vol d'essai à Séville a fait 4 morts et 2 blessés graves, tous des employés espagnols d'Airbus. Les 2 boîtes noires de l'avion ont été retrouvées et remises aux enquêteurs. Voilà ce qu'ont annoncé ce dimanche les autorités espagnoles. François Hollande inaugure en Guadeloupe un grand mémorial sur l'esclavage, suite de la tournée donc de notre président français aux Antilles. Après la Martinique samedi, le président français était donc ce dimanche en Guadeloupe où il a inauguré le mémorial de la traite négrière et de l'esclavage. Mais le chef de l'État ne demandera pas pardon aux Antillais pour les horreurs commises par les colons. Une absence de réparation morale et financière difficile à vivre pour certains. Une question chère à sa ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui tient à faire entendre sa voix sur ce sujet. On l'écoute. Aujourd'hui, on a de l'esclavage dans le monde et cet esclavage doit être combattu avec la même détermination. Sauf qu'on n'est pas dans un système organisé, autorisé. Tous les pays du monde, tous les pays membres de l'ONU se sont organisés dans leurs lois, mais ont signé des conventions internationales pour interdire l'esclavage. Donc on doit combattre évidemment l'esclavage aujourd'hui, mais la confusion est mauvaise conseillère. Et en plus, elle est l'apanage des imbéciles. C'est une histoire difficile à accepter, moi je le comprends sans la moindre difficulté. C'est une histoire d'une extrême violence. Et la violence, même lorsqu'elle ne vous concerne pas directement, elle est difficile à encaisser. Donc, et en même temps, lorsqu'on se rend compte que c'est une histoire qui a concerné
plusieurs continents, plusieurs pays, plusieurs sociétés, qu'elle a duré, qu'elle a fait des dégâts, qu'il y a des personnes qui ont fait savoir que c'était des dégâts, qu'il y a des personnes qui ont protesté et que malgré ça, ce système a duré, évidemment que c'est difficile à encaisser. Christiane Taubira qui réagit donc sur la question de l'esclavage. Comme pour les automobilistes, avoir un gilet jaune à bord de son véhicule sera obligatoire pour les conducteurs de moto et de scooters à partir de 2016. Rosalie Lafarge, vous avez recueilli des réactions de conducteurs de deux-roues. Reportage. Le reportage de Rosalie Lafarge que l'on va retrouver dans quelques... Parmi les conducteurs du dimanche, c'est vrai, peu sont vraiment réticents. Il y a même ceux comme Marc qui voudraient aller plus loin. C'est une très bonne mesure, et non seulement en cas de panne, mais à porter tout le temps pour être plus visible. Chaque fois qu'il pleut, qu'il fait gris, j'ai toujours mon gilet fluo sur moi. Je trouve que c'est pas plus mal. Le mettre tout le temps, il n'en est pas question, en tout cas pas pour l'instant, et c'est tant mieux pour Max. Porter un gilet jaune en tant que conducteur de deux roues, je trouve ça un peu chiant. Après, pour des petits scooters qui vont pas forcément très vite et qui sont pas forcément très bien éclairés, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Pour tous les deux roues, je suis pas sûr que ce soit forcément nécessaire. Et puis il y a ceux comme Pascal, 54 ans, juché sur sa moto, qui ont leur petite touche personnelle à apporter. S'il était orange, on le verrait mieux, c'est les couleurs Harley-Davidson. Jaune, ça me plaît pas, c'est jaune cocu. Au-delà de l'esthétique, il peut y avoir un problème pratique. Jean-Marc Bellotti est coordinateur de la Fédération des motards en colère pour Paris et la Petite Couronne. Il faudra trouver un endroit pour le mettre et c'est là où ça va poser un problème. Il y a des motos qui n'ont pas forcément de sacoche et pour lesquelles il faut démonter la selle avec des outils pour pouvoir mettre le gilet sous la selle. Donc c'est là où il va falloir que ce soit mis en place de façon intelligente, sinon ça va être encore compliqué. Et il va falloir résoudre ce problème. Ceux qui n'auront pas le gilet s'exposent à une amende. Rosalie Lafarge. Les cérémonies des 70 ans de la libération de 1945 se poursuivent en France, notamment à Lorient dans le Morbihan. 5 des ministres européens de la Défense seront sur place, dont Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense est originaire de la ville, l'une des dernières libérées pendant la Seconde Guerre mondiale. Les troupes nazies étaient d'ailleurs retranchées jusqu'au bout de ce qu'on appelle la poche de Lorient. Écoutez Marcel, l'un des premiers résistants à entrer dans Lorient, au micro de nos confrères de France Bleu. C'était cet après-midi. Les Américains nous avaient désignés pour être entrés les premiers dans l'Orient. Et j'avais été désigné parce que d'une part j'étais caporal-chef, donc j'avais déjà un petit galon de plus que les autres, et que j'avais fait la guerre, j'avais la croix de guerre, et puis je baragouinais un petit peu l'allemand, puisqu'à Douai-Lons j'étais marin-pêcheur, et comme j'étais le plus jeune de l'équipage, eh bien c'est moi qui allais signer le Fischerbook, c'est-à-dire le livret de pêche, le matin et le soir à la GAS, c'est-à-dire une espèce de douane allemande qui contrôlait la côte. J'étais donc devant la troupe et puis quand j'arrivais dans un carrefour, eh bien, je devais indiquer la direction par où on devait y aller. Je me souviens qu'il y avait eu d'ailleurs une bagarre parce que j'avais demandé mais qu'est-ce que je fais si je trouve des Allemands sur mon chemin ? Et puis je me souviens que mon capitaine, qui était un Lorientais, m'avait dit « je tire dedans ». Et puis aussitôt, le commandant Muller, qui était là, « dit surtout pas, mais non, la guerre est finie ». En fait, je n'ai pas trouvé d'Allemand. Voilà donc Marcel, donc l'un des premiers résistants à entrer dans l'Orient. En Macédoine à présent, explosion et fusillade à la frontière entre Macédoine et Kosovo. Samedi soir, la police macédonienne est intervenue contre un groupe armé venu d'un autre pays. Les échanges de tirs ont duré toute la journée et de nombreux habitants ont fui le quartier. Pour un bilan de 6 policiers tués et une quinzaine de blessés, un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que l'opération de police avait été lancée sur la base d'informations concernant un groupe armé. Il a ajouté que ce groupe préparait des actes terroristes et s'était infiltré en Macédoine à partir d'un pays voisin qu'il n'a pas nommé. Il y aurait 2 victimes parmi les assaillants selon le gouvernement macédonien. Une fusillade donc dans le nord de la Suisse. Ce dimanche, 5 corps ont été retrouvés dehors et à l'intérieur d'un immeuble de Vulringen dans le canton d'Argovie dans le nord. Les faits se sont déroulés samedi soir. La police suisse a indiqué lors d'une conférence de presse que l'enquête s'orientait vers un drame relationnel. Jacques et Gabriella, nés le 10 décembre 2014, ont été baptisés catholiques dimanche dans les bras de leurs parents à Monaco au cours d'une messe en la cathédrale de Monaco de la paroisse de l'Immaculée Conception. L'archevêque Bernard Barcy a donné les premiers sacrements aux jumeaux princiers en longue robe blanche de baptême brodée signée Baby Dior. Résumé de cette journée sur le Rocher avec Céline Bruel.
Une demi-heure avant le début de la cérémonie, les invités prennent place dans la cathédrale Notre-Dame Immaculée. Tout le gratin monégasque est là et la famille princière attire évidemment tous les regards. Caroline et ses enfants rejoignent les premiers les rangs de la nef, suivis quelques minutes plus tard par la princesse Stéphanie. À l'extérieur, les parrains et marraines des jumeaux princiers ont pris place. Pour le prince héritier Jacques, ce sont un cousin et une cousine d'Albert qui ont été choisis. Pour sa sœur Gabriella, le frère de Charlène, Gareth Whitstock, et une amie proche de la princesse sud-africaine. La foule nombreuse est tenue à l'écart. La cérémonie n'est accessible que sur invitation. Les monégasques suivent le baptême sur un écran géant installé place du Palais. Deux 4x4 noirs font alors leur apparition. À leur bord, les deux enfants, accompagnés de leur nourrice. Leurs parents arrivent à leur tour quelques instants plus tard. Le prince Albert portant Gabriella et la princesse Charlène, Jacques dans les bras, font leur entrée dans la cathédrale. La cérémonie commence. Après plusieurs lectures religieuses, notamment par le fils aîné de Caroline, vient le moment du baptême. D'abord le prince héritier. Jacques, Honoré Régnier, je te baptise. Puis sa sœur. Gabriella, Thérèse, Marie, je te baptise. Et les jumeaux princiers quittent ensuite la cathédrale sous les flashs des photographes et les vivas de la foule. Voilà donc un peu de douceur après tous ces événements, ça fait du bien. Monaco qui accueillera d'ailleurs dans 15 jours le Grand Prix de Formule 1 au Nico Rosberg. C'est affirmé enfin, c'était cet après-midi en Espagne, profitant de la bataille entre Hamilton et Vettel pour la deuxième place. Nico Rosberg a tranquillement dominé le Grand Prix d'Espagne ce dimanche et décroche sa première victoire de la saison. En football en Ligue 1, sous pression au lendemain de la victoire du PSG face à Guingamp, l'Olympique lyonnais a craqué sur la pelouse de Caen. Une défaite aux lourdes conséquences puisque si le titre s'est envolé, Lyon est désormais menacé par Monaco qui affronte ce soir Marseille à 21h. Et puis un mot de rugby, une semaine après sa troisième victoire de suite en Coupe d'Europe, Toulon est resté sur l'euphorie de son succès en s'imposant largement et facilement face à Castres 37-21 malgré un relâchement en toute fin de match. Une défaite qui met Castres dans une position difficile pour la course au maintien. 19h12 pour terminer ce journal, c'est Bastien Monbet qui nous a rejoint. Bonsoir Bastien. Bonsoir Martin. Et on va parler avec vous de Tesla, quelques jours après l'annonce faite par l'entreprise de commercialiser une batterie pour stocker l'électricité produite par les panneaux solaires. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Le carnet de commandes est déjà rempli jusqu'à 2016. Ouais, c'est ça, et l'annonce, elle a eu lieu le 30 avril dernier lors d'une keynote, on va dire, de Comme à cette la marque, Apple. donc, qui est réputée pour la construction de voitures électriques, et c'est donc son PDG, Elon Musk, qui a présenté, donc, comme tu l'as dit, une batterie un peu qui sort de l'ordinaire, puisque son nom c'est Powerwall, et son but, permettre à chaque foyer de se déconnecter du réseau en stockant l'électricité verte qu'il produit. Alors, comme tu l'as dit, ça a été un sacré coup marketing puisqu'on a déjà eu 37 000 conquis et précommandes environ et un carnet de commandes qui est déjà rempli jusqu'à la fin 2016. Alors, cette batterie qui se fixera sur un mur chez soi se recharge à l'aide de panneaux solaires ou via un réseau électrique aux heures creuses pour se libérer de ce réseau. Alors, la limite, cette batterie a été innovée par Elon Musk et Tesla parce que la limite des énergies renouvelables, c'est leur intermittence, c'est-à-dire que les panneaux solaires stockent souvent leur énergie l'après-midi lorsque les ménages en ont le moins besoin. Et cette batterie elle permettra un stockage pour en disposer au bon moment lorsque les ménages en auront vraiment besoin. Alors, ses autres avantages, c'est sa taille, elle fait 1,30 m de haut, 86 cm de large et 18 cm de profondeur. Son autre avantage est son prix, elle existe en deux versions, 7 kWh et 10 kWh pour des prix respectivement allant de $3 000 à $3 500. Et pour des besoins plus importants, il faut savoir qu'il y a une autre version, 100 kWh pour les entreprises et même pour les ménages, on pourra en avoir plusieurs si nos besoins sont un peu plus importants. Alors, est-ce qu'on fait réellement des bénéfices? Il faut déjà ajouter aux 3 500 € par exemple de la version 10 kWh l'installation ou encore la TVA, donc on se dirige plutôt vers un montant de 5 000 €. Sur l'utilisation de la version 10 kWh en 10 ans à peu près, ça coûterait 14 centimes du kilowattheure stocké. Ensuite, il faut produire. Donc, ce qui s'avère le moins cher pour produire, c'est les panneaux solaires.
ce qui donnerait lieu à peu près 0,09 centimes par kilowattheure. Donc en tout, ça coûterait 23 centimes du kilowattheure, ce qui est un peu plus cher du réseau EDF en France, qui est se situe à 15 centimes du kilowattheure. Alors, est-ce que sur le papier, c'est pas vraiment avantageux, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le réseau EDF devrait continuer d'augmenter de 5% par an, alors que les prix de Tesla devraient baisser parce qu'ils vont prochainement ouvrir une Gigafactory dans le Nevada, c'est-à-dire une usine remplie de batteries de lithium, ce qui compose cette batterie Powerwall. Donc une usine qui coûtera tout de même 5 milliards de dollars, mais qui donnera lieu à des économies. Donc une nouvelle belle innovation de la marque Tesla qui, on l'a dit, conquit déjà environ 37 000 personnes. Merci beaucoup Bastien pour toutes ces précisions donc autour de cette batterie Tesla. Ça arrive très bientôt. Hein. Ouais, c'est ça. Merci. On prévoit des livraisons pour l'année 2016. 2016, exactement. Merci beaucoup Bastien et à très bientôt dans le Sunday Time 19h16. Tout de suite, c'est l'interview de Claire Charlot. Radio One, jusqu'à 20h, c'est le Sunday Time. Et on est à présent avec Claire Charlot. Bonjour madame. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique à la Sorbonne. Alors jeudi avaient donc lieu les élections en Grande-Bretagne. C'est donc le parti de David Cameron qui l'a emporté avec la majorité absolue, 331 sièges. Et c'est la grosse déception pour le Labour avec 232 sièges. Mais finalement, au-delà de ces résultats, le grand perdant, c'est d'abord les sondages. Tous annonçaient un coude à coude entre les conservateurs et les travaillistes qui n'a pas eu lieu. Pourquoi un tel ratage ? Tout à fait. Alors c'est une situation qu'avait connue le Royaume-Uni déjà en 1992. On avait exactement le même type de situation, c'est-à-dire que les sondages jusqu'au dernier moment n'avaient pas donné, j'allais dire, le résultat, mais il ne faut pas oublier que ce sont des photos de l'opinion à un moment T et que pendant toute la campagne, on avait 25% des électeurs qui n'avaient pas encore fait leur choix. Donc il faut savoir que les sondages ont été faits avec 25%, un quart de l'électorat qui ne savait pas s'il allait voter et ce qu'il allait voter. Donc cela peut en partie expliquer le problème qu'ont connu les sondages. La deuxième raison tient au fait aussi, et c'était la même chose en 92, que certains électeurs n'ont pas voulu dire qu'ils avaient voté conservateur. Donc une espèce de spirale du silence qui fait que certains n'osaient pas dire qu'ils allaient voter pour le parti de David Cameron. Alors ça, c'est pour les raisons, j'allais dire, liées aux électeurs, mais il y a aussi des raisons liées à la méthodologie des sondages. Et l'une d'entre elles est que les instituts interrogent de plus en plus souvent au téléphone ou par Internet. Donc on n'a plus l'interrogation traditionnelle en face à face. Et cela, je pense, change la donne, dans la mesure où l'échantillonnage, par exemple, pour les sondages par téléphone est de 1000, pour les sondages par Internet de 2000, mais finalement, on peut dire qu'on a des sondages plus réduits en termes de population, même s'il y a des redressements comparés aux sondages traditionnels faits au niveau des résidents du Royaume-Uni et non pas de ceux qui possèdent un téléphone ou un abonnement Internet. Alors je pense que cela peut expliquer en partie les décalages. Et la dernière raison est les redressements que font les sondeurs par rapport aux chiffres. Ils sont faits en fonction de données électorales connues, mais là ils se sont peut-être également trompés puisqu'ils ont surestimé les travaillistes et sous-estimé les conservateurs. D'accord. Donc ça fait pas mal effectivement d'erreurs et au total on peut effectivement sentir ce décalage. Revenons donc à ces résultats. Le Labour a été laminé, 26 sièges de moins qu'en 2010. C'est un échec cuisant pour Ed Miliband qui a démissionné. Comment expliquer cette déroute travailliste, Claire Charlot ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons, mais tout d'abord, je voudrais dire qu'il a été laminé, comme vous dites, en Écosse, mais il ne faut pas oublier pour autant que le Parti travailliste a progressé en Angleterre, 2,3%. Par contre, il a perdu 17,7% des voix en Écosse, donc effectivement, le choc a été rude.
Il a été d'autant plus rude que des ténors du parti ont perdu leur siège, pratiquement tous justement en Écosse, dont le directeur de campagne du parti, Jim Murphy. Alors pour la démission de d'Ed Miliband, je pense qu'elle était inévitable et d'ailleurs certains syndicats dont Unite ont tout de suite dit qu'ils souhaitaient qu'il démissionne et qu'on trouve quelqu'un d'autre pour gérer le parti. Alors quelles sont les raisons? Je crois qu'il y a un problème déjà d'image d'Ed Miliband qui a été très soutenu contre son frère d'ailleurs dans la bataille pour la tête du parti et qui est vu comme quelqu'un, j'allais dire, plus à gauche que son frère. Enfin, ça, c'est pas forcément un problème pour les travaillistes, mais il est perçu comme étant parfois mou, pas très compétent, alors qu'en fait, il s'agit d'un homme politique brillant intellectuellement, et je dirais qu'il est peut-être perçu comme trop idéologique et pas assez pragmatique. Et en cela, on pourrait le comparer à un leader travailliste précédent qui est Michael Foot en 1983 et qui avait présidé lui aussi à une déroute électorale travailliste. La deuxième facteur, c'est la défiance des électeurs vis-à-vis d'Ed Miliband à gérer les affaires économiques du pays. Et là encore, on en revient à une rhétorique des années 80 où le Parti travailliste est vu comme le parti qui défend les ouvriers, les pauvres, le système de santé, etc., mais qui ne sait pas gérer l'économie. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est le privilège des conservateurs. Et la troisième chose, c'est qu'il n'a pas eu de chance, en fait, parce qu'il a terminé sa campagne électorale sur une très mauvaise prestation lors d'un échange qu'il a eu avec des électeurs dans le cadre d'un show télévisé Question Time, alors que au départ de la campagne, il y avait plutôt des opinions plus favorables de lui qu'avant. Donc c'est vraiment cette dernière émission, à mon avis, qui a sonné le glas, j'allais dire, du leader, en tout cas, sinon du travaillisme. D'accord, très bien, voilà donc pour le Labour. L'autre leçon, c'est également la poussée incroyable des nationalistes écossais, portée par cette femme, Nicola Sturgeon, avec 56 sièges. L'Écosse se veut donc finalement indépendante. Alors indépendante, pas vraiment, parce qu'en fait, il y a eu quand même un référendum au mois de septembre, sur la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni là, le 18 septembre 2014. Et à 55%, les Écossais ont voté contre. Et d'ailleurs, il va y avoir un problème, car là, c'est une victoire, vous avez raison, sans appel, 56 sièges sur 59, c'est quelque chose d'extraordinaire, de jamais vu. Alors, il faut quand même voir l'effet que l'on a évidemment au niveau du Royaume-Uni aussi, du système électoral. Le first past the post system, donc c'est système majoritaire uninominal à un tour, et qui fait que le gagnant a toujours un bonus. Si on avait la proportionnelle, le SNP n'aurait pas 56 sièges, mais 31 par exemple. Ceci étant, il est vrai que cela donne, j'allais dire, un argument de poids à Nicola Sturgeon pour en tout cas faire entendre la voix de l'Écosse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoque la question, comme vous disiez, de la séparation et d'un nouveau référendum. Elle a déclaré ce matin, dans une émission télévisée, dans une interview, que non, il n'était pas question d'organiser un autre référendum. Alors qu'hier, son prédécesseur Salmon a dit que, bien sûr, on allait vers un référendum. Donc là, on va voir ce qui se passe. Elle avait promis pendant la campagne qu'il ne s'agissait pas de référendum, mais simplement de faire entendre la voix de l'Écosse. Donc c'est une affaire à suivre. En tout cas, si l'on écoute certains des électeurs, vous savez, qui téléphonent aux chaînes de radio pour donner leur point de vue, j'ai entendu plusieurs travaillistes disant « Nous avons voté SNP pour nous faire entendre à Westminster, mais si jamais il y a un référendum, ce n'est pas du tout ce que nous voulons. » Oui. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'elle manœuvre très habilement, et c'est une femme extrêmement habile, pour ne pas perdre les voix, d'autant que l'an prochain, on a les élections au Parlement écossais. Donc
là encore, il y a une autre bataille à gagner pour le parti national écossais, le SNP. D'accord. Un mot rapide de l'UKIP, le parti europhobe qui n'obtient lui qu'un seul élu. Est-ce que ce résultat vous étonne? Oui, j'ai cru, franchement oui, parce qu'il y a quand même eu plusieurs millions, je crois 3 ou 4 millions de voix pour le UKIP en Angleterre, donc c'est quand même énorme, et même il y a une percée en Écosse aussi. J'ai cru que Farage allait emporter son siège. Le siège de Thanet dans le Kent, qu'il n'a pas eu, donc ils l'ont finalement qu'un élu à Clacton, une partielle qu'ils avaient remportée l'an dernier. D'un autre côté, il est vrai que Cameron a mené une campagne extrêmement habile en disant que tout vote pour UKIP allait avantager le Parti travailliste, et il faudrait que le Parti travailliste arrive au pouvoir. Ceci étant, si on regarde le pourcentage des voix, on constate qu'il n'y a pas tant d'électeurs UKIP qui ont voté conservateur en fait. Donc je pense que c'est plus le fait que les libéraux-démocrates et les travaillistes se soient effondrés qui font que Cameron est au pouvoir aujourd'hui. Donc il va avoir à gérer justement cette poussée UKIP. On n'a pas du tout parlé des élections locales, des élections municipales qui se déroulaient en même temps que les législatives. Or là justement, UKIP a fait un excellent score. Et on voit qu'à Thanet, qui a perdu Farage, ils ont emporté le conseil municipal. Donc on a quand même une poussée là très importante. Cameron a promis son référendum avant 2017. Donc là, il va falloir voir la campagne que va mener le UKIP. Ceci étant, j'ai regardé les sondages récents sur la sortie ou non de l'Europe. Et depuis un bon bout de temps, si cela venait à un vote, jusqu'ici, le vote serait favorable à rester en fait dans l'Europe et non pas à sortir. Et ces Anglais, ils ont intérêt à rester dans l'Union européenne? Oui. Oui. Oui, et l'Europe a intérêt à ce qu'il reste. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Jean-Claude Juncker, pour lequel n'avait pas voté Cameron, comme on le sait, il s'était opposé à sa nomination. Juncker avait fait une grande déclaration en avril 2015 annonçant que non, on ne traiterait pas le Royaume-Uni de façon favorable. Et là, ces derniers jours, à la suite de la victoire conservatrice, les partenaires européens, aussi bien en Allemagne qu'ailleurs, essayent de voir comment ils vont faire pour pouvoir garder le Royaume-Uni au sein de l'Europe. Donc c'est très intéressant en fait. Ce n'est pas du tout l'image qu'avaient donnée les partenaires avant la victoire conservatrice. Et là, je crois qu'ils ont peur d'une sortie. Mais du point de vue financier, du point de vue des affaires, il est évident que le Royaume-Uni a intérêt à rester en Europe, en fait. Et c'est d'ailleurs pour cela que militent les chefs d'entreprise au Royaume-Uni. Et que souhaite la Grande-Bretagne pour rester dans l'Union européenne? Elle souhaite renégocier, en fait, son appartenance, notamment au niveau des contributions, un peu comme Margaret Thatcher l'avait fait, en fait. Donc, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, il y a eu toute une campagne, et c'est l'une des premières choses que va faire le gouvernement conservateur, c'est de ce qu'ils appellent rapatrier les droits britanniques au Royaume-Uni. Et par exemple, il y a une loi sur les droits de l'homme qui avait été adoptée par le Parti travailliste, par le gouvernement travailliste, et Cameron a pour ambition de la faire abroger par le Parlement. Et comme il a une majorité, il va faire cela. Il semblerait qu'il essaye de faire un maximum de choses dans les 100 premiers jours pour bénéficier évidemment de cette poussée inattendue des conservateurs, en fait.
D'accord. Donc David Cameron a la majorité absolue. Il va donc pouvoir effectuer sans coalition un second mandat pour poursuivre sa politique d'austérité afin de rétablir l'équilibre des finances publiques. Claire Charlot, on dit que l'économie va mieux en Grande-Bretagne, mais c'est surtout pour ceux qui vivent à Londres, hein, parce que pour les autres, ça reste quand même plus compliqué, surtout dans le Nord. Qu'est-ce qui aurait poussé ces électeurs à voter pour l'austérité et donc à voter David Cameron ? Alors déjà, il faut savoir quand même que le taux de chômage est relativement bas, 6,5% au Royaume-Uni, on parle toujours en France des contrats, vous savez, zéro, où on ne vous dit pas le nombre d'heures que l'on va vous employer. Et il y a un sondage récent qui a été fait parmi ces personnes, et il semblerait qu'elles acceptent tout à fait ce genre de contrat. Oui. Content de travailler plutôt que d'être au chômage. Donc on a une situation, mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une grande pauvreté, en tout cas en Angleterre, et on a des banques alimentaires, enfin on a vraiment une très grande pauvreté. On a des personnes qui cumulent 2 ou 3 emplois pour arriver à s'en sortir, parce que dans un système libéral, finalement, on a des difficultés à s'en sortir quand on est mal payé, qu'on n'a pas reçu d'éducation poussée, et du coup qu'on a des travaux pénibles et sous-payés en fait. Et pourtant, une partie de ces électeurs ont voté pour Cameron parce que justement il a réussi à réduire un déficit colossal dont il avait hérité en 2010, qu'il donne l'impression de savoir ce qu'il fait, et qu'on lui fait plus confiance pour redresser la situation et avoir un avenir meilleur en fait. David Cameron qui va du coup pouvoir appliquer ses propres lois et donc satisfaire son parti. Tout à fait, plaire à son aile droite ou droitiste en organisant, en essayant de renégocier justement avec l'Europe, et puis également là encore avec son aile droite pour une politique sans doute plus libérale. On attend de voir ce qu'il va faire d'ailleurs, parce qu'il a fait tellement de promesses pendant la campagne électorale et dans son programme, c'est-à-dire continuer à ne pas augmenter les impôts, mais on se demande où il va trouver l'argent pour faire ce qu'il veut faire en fait. Parce qu'on pense qu'il va y avoir des coupes sombres, par exemple, du côté des allocations. Alors tout le monde attend avec inquiétude, en tout cas dans certains coins du Royaume-Uni, ce qui va arriver. Très bien, merci beaucoup Claire Charlot, professeure de civilisation britannique à la Sorbonne, d'avoir accepté notre invitation dans le Sunday Time, et à très bientôt. Au revoir. Radio One, le Sunday Time. Radio One, le journal. Et à 19h32, le rappel des titres de l'actualité. Les autorités espagnoles annoncent avoir retrouvé les 2 boîtes noires de l'Airbus A400M. Les enregistrements des données audio et des données de vol pourraient s'avérer décisifs pour déterminer la cause du crash de l'avion de transport militaire près de Séville hier. À l'occasion de la journée de commémoration de la traite et de l'abolition de l'esclavage, François Hollande a inauguré le mémorial ACTE à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. En Suisse, l'auteur présumé de la fusillade qui a fait 4 morts dans le nord du pays avait fait l'objet d'une procédure pour blessure corporelle en 2007 et d'une autre procédure pour menace en 2012. Il a abattu ses beaux-parents, son beau-frère puis un voisin avant de se suicider. Du football, alors qu'il reste 2 journées avant la fin du championnat de Ligue 1, Montpellier s'est relancé dans la course à l'Europe en s'imposant 1-0 à Lens, déjà relégué en Ligue 2. Radio One, le Sunday Time.
19h34 si vous nous rejoignez dans quelques instants. Grégoire de Bourse du Futur va nous rejoindre pour revenir ensemble sur toute l'actualité boursière de la semaine. Et puis juste après, on sera avec Olivier Frigara, directeur de la rédaction d'On refait le Mac. Et on reviendra notamment sur l'Apple Watch 15 jours après sa sortie pour un premier test. Bonsoir Grégoire. Oui, bonsoir. Grégoire de Bourse du Futur pour retracer ensemble l'actualité boursière de la semaine. Exactement. C'est à vous. Alors, cette semaine, Sanofi a réuni ses actionnaires en assemblée générale, tandis que Vika, Salvepar, Viadeo, CFAO et Coeris ont publié leur chiffre d'affaires du premier trimestre. Alors, la Commission européenne a donné son feu vert au très attendu rachat d'EON Italie par le tchèque EPH, car l'union des deux entreprises n'aboutira qu'à un modeste renforcement de parts de marché sur certaines zones. Le groupe de matériaux de construction Vika a publié un chiffre d'affaires en hausse de 537 millions d'euros pour le premier trimestre 2015. La Banque centrale australienne, a abaissé mardi son taux directeur pour la deuxième fois cette année, le ramenant à un point bas historique de 2% contre 2,25% précédemment. Mardi, en raison d'un jour férié, les bourses japonaises, sud-coréennes et thaïlandaises étaient fermées exceptionnellement. La valeur française, donc Lexibook, envisage de transférer sa cotation d'Euronext en Alternext. Par ailleurs, la Commission européenne doit présenter ses propositions en vue de créer un marché commun pour les biens, les capitaux, les contenus et services numériques. Les entreprises du secteur privé aux États-Unis ont créé moins d'emplois que prévu au mois d'avril, 169 000 emplois nets dans le mois dernier au lieu de 205 000 prévus. Et pour finir, donc, le CAC 40 a fini en hausse vendredi de plus 2,48% à 5 090,39 points. Le Dow Jones également en hausse à plus 1,47% à 18 186,88 points. Le lingot d'or est actuellement à 34 068,70 euros et le baril de pétrole à 59,39 $. Alors, mes valeurs à suivre donc pour la semaine prochaine, potentiellement, parce qu'à chaque fois, ce n'est jamais vraiment sûr, mais c'est le jeu de la bourse. Préparé quand même. Ce sont donc ArcelorMittal, Peugeot et AXA. Donc, nous nous permettons de vous donner ces valeurs, car nous nous basons sur les actualités, mais beaucoup sur les graphiques. Très bien, merci beaucoup Grégoire pour toutes ces précisions. On rappelle l'adresse mail pour tous les conseils boursiers. Ah oui, alors c'est boursedufutur@gmail.com. boursedufutur@gmail.com donc et @boursedufutur sur Twitter. Merci beaucoup Grégoire et à dimanche prochain. À dimanche prochain, merci. À suivre, Olivier Frigara. Radio One, le Sunday Time. Radio One, jusqu'à 20h, c'est le Sunday Time. Olivier Frigara est à présent avec nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio One. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine iCreate et présentateur de la célèbre émission On refait le Mac, consacrée à l'actu Apple que vous retrouvez toutes les semaines sur YouTube. Et Olivier, vous avez depuis maintenant 2 semaines une Apple Watch, dernier né de la gamme des produits Apple. Le pari est gros pour la firme de Cupertino. Le pari est gros et oui, parce que c'est d'abord le premier objet qui sort des labos d'Apple depuis la disparition de Steve Jobs. C'est le premier véritable appareil
de l'ère Tim Cook, donc il y a beaucoup de curiosité, savoir si le produit correspond véritablement à l'ADN d'Apple et si effectivement ce qui a été ce qui a fait le succès d'Apple ces années précédentes est toujours là. Mais on peut déjà penser que le pari est en phase d'être réussi. Surtout que le lancement mondial a tout de même été plutôt raté, la date de sortie étant pour le 24 avril dernier. On ne trouve aucune Apple Watch dans les Apple Store. Pour vous, c'est un coup marketing de la part d'Apple ou c'est tout simplement une erreur? Bon, ça fait à chaque lancement de produit, il y a des problèmes de disponibilité. C'est pas nouveau, sauf que là, c'est vrai que là, il y a un gros couac industriel, dirons-nous. Il y a plusieurs. On sait maintenant pourquoi l'Apple Watch se fait si rare. C'est pas une volonté marketing d'Apple, même si elle a pu l'entretenir par le passé. C'est l'Aptic Engine, le fameux composant de la montre qui permet d'avoir entre autres les vibrations qui n'arrivent pas à être produits en suffisamment de grande quantité. Donc voilà, donc le pari est gagné parce qu'il y a une appétence. Le lancement, quant à lui, se fait dans la douleur. Il est un peu curieux aussi. Il y a aussi quelques mesures marketing et commerciales qui ont été prises par la nouvelle direction, notamment par Angela Arendt. C'est un peu compliqué à comprendre. C'est une montre qui va être vendue plutôt dans les endroits, dans les grands magasins, plutôt que les Apple Store. Ouais. Donc puis on est revenu en arrière. Oui, finalement, on pourra les retirer dans les magasins. Ça a été un peu bordélique, pour pas dire autre chose. Et c'est vrai qu'Apple nous a pas vraiment habitués à ce type de lancement-là. Alors, à l'heure des charges, c'est la première fois qu'ils lancent un produit, une nouvelle famille de produits au niveau mondial. C'est-à-dire que d'habitude, quand Apple lance un produit, il le réserve aux États-Unis. Là, ils ont pris un gros risque. Moi, j'aurais pas parié un euro sur le fait qu'ils lancent ce produit au niveau mondial parce que c'était un trop gros risque et ça s'est malheureusement confirmé. Il aurait été certainement plus prudent de réserver ça aux États-Unis d'abord, parce qu'ils en auraient eu suffisamment en quantité. Ça aurait créé le buzz comme d'habitude, parce que les gens auraient voulu l'avoir, donc il y aurait eu encore un trafic entre les États-Unis et la France, comme il y a eu les années précédentes pour l'iPad ou l'iPhone. Puis ça aurait recréé un autre buzz différent avec l'arrivée quelques mois plus tard de l'Apple Watch en France. Bref, je ne comprends pas pourquoi ils se sont privés de cette fenêtre de communication-là, de lancement régulier qui aurait permis à Apple d'avoir une visibilité sur plus long terme. Voilà, et puis ça aurait été un buzz positif. Et oui. Le côté, voilà. Mais là, ça a été vraiment un gros couac, effectivement. Ouais, on se souvient notamment du lancement de l'iPad en 2010 qui était exclusivement réservé aux États-Unis pendant 4 mois, je crois. Oui, et puis l'iPhone qui était resté aux États-Unis pendant 6 mois, mais ça avait permis à Apple justement d'ajuster le tir entre le moment où il est sorti au mois de juin et il est arrivé en France au mois de novembre. Apple avait baissé son prix parce qu'il était trop cher. Oui. Déjà, Apple avait supprimé un modèle d'entrée de gamme à 4 Go et privilégié plutôt le modèle à 8 Go. Avait changé aussi son modèle avec les opérateurs mobiles, avec les exclusivités. Bref, ça lui servait aussi de laboratoire pour ajuster le tir, parce qu'Apple est loin d'être infaillible et on en a la démonstration. Parlons à présent du produit Apple Watch. Quel a été votre premier ressenti à l'ouverture de la boîte? Alors, d'abord que la boîte est grosse. Donc, pour un produit qui est par une entreprise qui se veut verte, c'est un petit peu sourire, mais on sent qu'Apple veut vraiment en mettre plein la vue et aller plutôt dans les codes du luxe. Donc on sort un petit peu des codes traditionnels d'Apple pour la présentation d'un produit. C'est vraiment un écran. Le premier réflexe, c'est que le premier sentiment, c'est que c'est un beau produit tout simplement. C'est un bel objet. Oui. Qui n'a pas toujours été le cas. C'est pas toujours été ma réaction première. J'ai pas toujours eu des coups de cœur pour les produits d'Apple en termes de design. L'iPhone 6, je ne le trouve pas comme étant le plus bel objet qu'Apple ait produit. Je préférais de loin le style de l'iPhone 5, avec ses changements notamment. Là, on est vraiment on présente un bel objet et c'est important, parce que c'est un objet qu'on va porter. Et oui, donc on va afficher en permanence. Donc le premier sentiment, c'est celui-là. Le deuxième, c'est qu'on cherche la fonction star, et on peut la chercher longtemps parce qu'elle n'existe pas. Et oui. Elle va arriver. Alors justement, quelles sont les principales fonctionnalités de cette montre au jour d'aujourd'hui?
Alors, il y a plein de fonctions intéressantes, mais il n'y en a pas une qui sort du lot. Il y a plein de fonctions intéressantes. Alors Apple pousse beaucoup autour du sport et la santé. C'est aussi un formidable deuxième écran pour ces notifications. Très rapidement, on prend l'habitude, d'abord il faut les trier, parce que sinon on passe sa journée à regarder sa montre plutôt que son téléphone, ce qui est assez désagréable pour son entourage, parce qu'on a l'impression de regarder l'heure tout le temps et de trouver le temps long, mais c'est pas tout ça, on regarde juste les notifications. Donc il faut faire un peu de ménage en amont. Donc notifications, sport, et puis le reste, c'est éventuellement des applications qui vont être développées par des applications tiers, par des développeurs tiers, et ce sont eux qui vont essayer de trouver la fonction. Oui. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec l'iPhone 3G lorsque le premier App Store est arrivé. On a vu débarquer toutes ces applications aujourd'hui qui sont naturelles, mais quand on a vu arriver Shazam pour la première fois, on n'aurait jamais imaginé qu'un téléphone pouvait nous aider à reconnaître l'auteur ou l'artiste d'une chanson. Ces applications vont arriver. Mais on est au tout début d'un cycle avec l'Apple Watch. Le meilleur est à venir. Moi, ce qui m'a le plus marqué, en dehors du fait que c'est un bel objet, qu'il n'y avait pas forcément de fonction physique, c'est son mode de navigation, la manière dont elle interagit avec le corps de manière tout à fait naturelle. Ça fonctionne assez bien. Je trouve que l'ergonomie est au rendez-vous, même s'il y a besoin d'un petit apprentissage quand même. Parce qu'on a tendance à vouloir naviguer en tactile, alors que c'est plutôt avec la couronne numérique qu'on fait l'essentiel boulot. Et est-ce que vous vous êtes justement surpris à parler à votre montre pour répondre à un SMS ou toute autre chose avec l'utilitaire Siri? Oui, j'étais vraiment surpris de la réactivité de Siri. J'étais assez sceptique par rapport à la version sur l'iPhone qui n'est pas très convaincante, notamment en langue française. Là, il y a eu quelques améliorations sensibles qui ont été faites et la prise de SMS, la reconnaissance vocale est assez efficace. Alors, évidemment, lorsqu'on est dans un environnement sonore un peu brillant, c'est plus difficile. Et finalement, le système de l'Apple Watch qui permet de répondre, qui propose des solutions de réponse préécrites en fonction du contexte du SMS, c'est assez efficace. Ce qui est très sympa aussi, c'est les petits émoticônes animés. Ça, c'est plutôt très sympa. Quid de la batterie, que ce soit sur la montre mais aussi sur le téléphone, qui reste activé avec le Bluetooth en permanence? Donc j'étais vraiment surpris de la batterie parce qu'on s'attendait au pire, puisqu'Apple était très frileux, n'allait pas communiquer au départ sur les capacités réelles, l'autonomie réelle de la batterie. Et puis finalement, les premiers jours, vraiment, je l'ai pas chargé pour justement voir combien de temps elle durait. J'ai tenu presque une journée et demie quand même. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je m'attendais vraiment pas. C'est plus que mon iPhone déjà. Et sachant que c'était plutôt un usage des premiers jours, donc ça veut dire que au fil du temps où on passe pas le nez sur l'écran de sa watch, on peut tenir facile presque 2 jours si on ne tire pas trop sur la batterie. Donc c'est plutôt une bonne surprise. D'un autre côté, on le paye un peu parce qu'on voit bien qu'Apple a essayé d'optimiser à mort la batterie et dès qu'elle le peut, la montre coupe l'écran, coupe les connexions Bluetooth et Wi-Fi, donc ça produit quelques ralentissements. Il y a souvent la petite roue qui tourne parce qu'il communique avec l'iPhone, notamment pour plan. Donc on sent vraiment que Apple était vraiment à chercher très très loin la réserve d'énergie et qu'ils essaient d'optimiser à mort, quitte à produire quelques ralentissements et à gêner un petit peu, je dirais, l'usage par des ralentissements. Je pense que la prochaine génération sera beaucoup plus intéressante par rapport à ce point-là. À moins que des mises à jour viennent d'ici là, mais on n'est pas encore là. Et alors, après avoir décrit finalement donc ses principales fonctions, la vraie question aujourd'hui, c'est son utilité. Est-elle vraiment indispensable? Est-ce qu'on peut se passer de l'Apple Watch? On peut se poser la même question avec... l'Apple Watch, c'est pas un produit en tant que tel, si ce n'est qu'effectivement, il peut très bien se passer d'iPhone pour donner l'heure.
mais on n'a pas trop d'intérêt d'acheter un Apple Watch juste pour l'heure. Mais pour le reste, c'est un périphérique de l'iPhone, c'est un accessoire. Mais à partir du moment où c'est un accessoire, il porte bien son nom, il est accessoire. Mais c'est un accessoire qui sait se montrer utile, et c'est vrai quand on a pris l'habitude de l'avoir au poignet, notamment parce qu'on a accès aux notifications, parce que notamment on peut répondre à un coup de fil lorsqu'on a les mains qui sont occupées, on n'a pas forcément à chercher son téléphone, même en voiture c'est assez pratique parce que on a le GPS qui apparaît sur le poignet alors qu'on a les mains au volant, donc c'est plutôt pas mal. Bref, elle prend sa place naturellement et c'est un usage qui s'installe. Maintenant, elle ne remplace pas, elle n'est pas aussi révolutionnaire qu'elle a été en son temps l'iPhone lorsqu'il est arrivé, parce qu'il a mis dans la poche de tout le monde l'Internet, mais il sait se montrer indispensable comme s'est montré indispensable l'arrivée de l'iPad. L'iPad, il n'est pas indispensable, on peut surfer avec son iPhone, mais sur un iPad, c'est plus confortable parce que l'écran est plus grand. On peut surfer avec son Mac, mais le Mac, il est plus lourd, et puis il faut... voilà, c'est différent. Oui. Donc, il prend sa place, et encore une fois, on est au début d'une histoire. On a vu, l'iPhone, il a évolué par petites touches. La première génération n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Idem pour l'iPad, qui sont devenus tous les deux des produits totalement autonomes. Au départ, ils étaient des périphériques du Mac, pour mettre de la musique, pour mettre des photos, etc. Et puis, ils ont pris leur indépendance. On peut penser que d'ici quelques années, raisonnablement, l'Apple Watch prendra aussi son indépendance. Et on peut même se poser la question si là, non seulement elle sera indispensable, mais à partir du moment où elle prendra son indépendance, elle pourra remplacer un de nos appareils. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'a plus besoin de se travailler avec un téléphone, à quoi bon avoir un téléphone dans la poche, C'est sûr. C'est sûr, le jour où cette Apple Watch pourra être indépendante, ce sera quelque chose de très... Aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'expérience utilisateur serait tellement dégradée par ça qu'Apple n'a pas fait ce choix-là. Il y a d'autres marques qui l'ont fait, je crois notamment LG, qui propose un téléphone avec plus 4G. Mais en termes d'autonomie, en termes d'usage, ça apporte pas forcément grand-chose aujourd'hui. Lorsqu'il y a véritablement un écosystème qui s'est développé, lorsqu'autour de notamment des applications de santé, des usages de santé, des grands organismes de santé, des grands hôpitaux ont mis en place des programmes, donc on aura besoin qu'ils communiquent. Là, il y aura un vrai intérêt à ne pas forcément utiliser une montre, d'utiliser un téléphone. Mais encore une fois, on est au début d'une histoire. Maintenant, où je suis très curieux, c'est de savoir comment Apple va gérer les mises à jour de sa montre. Je ne parle pas des mises à jour logicielles, c'est des mises à jour, est-ce qu'ils vont suivre le même rythme des mises à jour matérielles que pour l'iPhone et l'iPad. Ouais, c'est quand même un objet qu'on porte, et je ne sais pas si les gens ont forcément envie de changer de montre tous les ans, surtout que je ne les ai pas donnés, surtout les modèles 400... qui ne sont pas des modèles, surtout pas les modèles sport, qui sont déjà chers. Mais alors les modèles en acier inoxydable, ou les modèles en or, c'est carrément de 400 à 18 000 euros, oui. Ouais. Donc c'est assez cher. On va voir on ne sait pas encore quel est le mode de fonctionnement, le rythme qu'elle va choisir Apple. Si tous les mois de mars, dorénavant, il y aura une nouvelle watch, je ne sais pas. Pourquoi pas. Oui, on sait qu'il ne faut pas sous-estimer, on l'a encore vu récemment, la capacité d'attraction de la marque. Les gens apprécient cette marque, et c'est une marque qui est très à la mode, et donc ils sont prêts à faire de gros sacrifices financiers pour certains, pour avoir le dernier produit estampillé d'une pomme. Mais je suis moi d'une génération qui achète un produit Apple, non pas parce que c'est un produit Apple, parce qu'il apporte quelque chose en plus normalement qu'un produit d'une marque concurrente généralement. Et je préfère que ça reste ça l'ADN de la marque, qui est une fonction qu'on n'avait pas vue ailleurs et qui me décroche la mâchoire. Elle manque un peu cette réaction par rapport à l'Apple Watch. Oui. Même si je l'ai eu parce que c'est un bel objet, que l'usage est vraiment sympa. Pas tellement la couronne, qui est originale, l'idée de réutiliser la couronne, qui est vraiment quelque chose d'établi dans le langage de l'horlogerie, donc l'utiliser pour naviguer, c'est une super idée. Mais moi, je trouvais beaucoup plus intéressant le Touch Force, ou le Force Touch, je ne sais plus en quel sens il faut le dire, à chaque fois que je le savais. Oui. Et ça, vraiment, ça ouvre vraiment de nouveaux horizons en termes d'ergonomie. Et en plus, ce qui est vachement intéressant, c'est que ça devrait arriver aussi sur l'iPhone, c'est arrivé sur le Mac, sur le trackpad, et ça devrait même arriver sur l'iPad. Donc,
là on voit véritablement une vision produit différente et l'ADN d'Apple. Oui, Force Touch, ce fameux bouton virtuel sur lequel on appuie un petit peu plus avec son doigt sur l'écran et on a un menu en plus dans l'application. Oui, c'est-à-dire que l'écran est tactile, mais il est sensible à la pression. C'est-à-dire qu'il comprend qu'on appuie plus fort, et donc à partir du moment où on appuie plus fort, ça déclenche une fonction, un bouton supplémentaire. Ou par exemple, pour imaginer, mais si c'est pas le cas encore pour la vente, mais c'est le cas sur le Mac, lorsque vous appuyez sur l'avance rapide d'iTunes, vous appuyez fort, ça va avancer plus rapidement. Vous appuyez légèrement, ça va avancer lentement. Comme du réel en clair. Oui, très, très pratique et assez ingénieux. Cette première version, justement, à qui est-elle dédiée? Plutôt à des passionnés de high-tech qui seront, entre guillemets, les bêta-testeurs de cette montre, ou justement à un public beaucoup plus large? Les dédiés à un public large. Oui. Mais Apple a toujours la possibilité et l'avantage de disposer d'une communauté, vous le savez bien, de fidèles. Oui. Et qui a pour avantage de se ruer systématiquement sur les nouveaux produits d'Apple. Et ça, c'est une chance extraordinaire d'Apple parce que ça met en orbite tout de suite leurs produits. Hein. C'est le premier étage de la fusée pour réussir les lancements. C'est quand même c'est le comité d'utilisateurs qui l'a depuis des années leur assure quand même un succès quasi immédiat. Et on l'a vu encore pour l'Apple Watch, mais c'est un produit grand public. Hein. Apple veut le vendre à tout le monde. Il y a des modèles pour les filles aussi, donc c'est pas un produit pour les geeks. Hein. Oui. C'est un produit pour le grand public. Il s'est en vente dans les grands magasins, donc le signal est très clair. Parlons à présent de la concurrence, car Sony, LG ou encore Samsung ont également sorti des montres, mais aujourd'hui l'Apple Watch c'est quand même la plus aboutie de toutes en termes notamment de système d'exploitation et d'application. Bah oui, puisque tout simplement Apple a vraiment développé un système d'exploitation spécialement pour cela. Hein. Oui. Véritablement, il y a une vraie réflexion. On n'a pas adapté Android ou autre pour la montre. C'est véritablement une navigation et quelque chose qui a été développé pour la montre d'Apple. Donc, elle est là, la valeur ajoutée. L'interface, véritablement, elle est dans la lignée de ce qu'on a pu voir. Bon, après, Johnny Ive n'est jamais très loin, mais effectivement, maintenant, on va voir si les futurs prochains modèles de Samsung, de LG, puisqu'ils ont dégainé bien avant Apple, hein, cette fois-ci. Oui. Si ces modèles-là vont reprendre les codes d'Apple. S'ils reprennent les codes d'Apple en termes de design matériel et de design logiciel, comme c'est arrivé du temps de l'iPhone et de l'iPad, on peut penser qu'Apple a trouvé la bonne formule. Ce sera le meilleur des signaux qu'apportera le marché Apple. Si Apple se fait copier, c'est que, a priori, ils ont choisi la bonne voie. On aura la réponse très vite, hein, dès la rentrée, je pense, dès le mois de septembre. Hein. Oui, avec le salon à Berlin consacré aux nouvelles technologies. En conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à ces futurs peut-être acheteurs de l'Apple Watch? Achetez ou attendez une seconde version? On a toujours coutume de dire qu'il faut toujours attendre, de manière générale, dans tout ce qui est produit high-tech, les deuxièmes générations de produits, parce que les premières générations, elles sont toujours perfectibles. Maintenant, c'est un produit différent, celui-ci, dans la mesure où c'est un produit plaisir. Hein, c'est un objet que l'on porte, donc à partir du moment où c'est un produit plaisir, ça à chacun de se prononcer, de se dire si on prend du plaisir à la porter. Voilà, maintenant ce que j'aimerais pas, c'est qu'Apple la mette à jour tous les 6 mois, hein, mais je pense pas qu'on se dirige vers ça. Ouais. Moi, j'ai pris du plaisir à la porter. C'est pas un objet qui est indispensable. J'ai 2 montres connectées, celle d'Apple et celle de WeThings, l'activité. Oui, totalement différente parce que la WeThings n'a pas d'écran, oui. Ouais, c'est-à-dire tout est déporté sur le téléphone. Par contre, j'ai jamais besoin de la charger puisqu'il y a une pile de montre classique. Oui. Donc voilà, non, mais je pense qu'il y a un produit en devenir. Je crois que chacun, dans quelques mois, il paraîtra peut-être évident qu'il faut l'acheter. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Je sais que les gens qui me côtoient et qui évidemment m'ont demandé à l'essayer se sont laissés convaincre. Donc ça montre qu'il y a quelque chose. Oui, notamment par le design qui apporte peut-être quelque chose de plus aux autres. Oui, et puis ça va ouvrir de nouveaux usages. Mais encore une fois, on peut dire une histoire, je pense que c'est l'histoire.
Olivier Frigara, donc le présentateur dont on refait le Mac, dont vous pouvez voir d'ailleurs l'émission spéciale consacrée à ce test de l'Apple Watch, et puis la dernière qui est sortie la semaine dernière consacrée au nouveau MacBook d'Apple, nouveau produit là encore du côté de chez Apple. Hein. Oui, c'est ça, qui est toujours en ligne sur YouTube, Dailymotion. Et on refait le Mac. Sur iTunes, voilà, il ne faut pas hésiter à s'abonner, c'est important. Exactement. Merci beaucoup Olivier d'avoir répondu à nos questions dans le Sunday Time, et excellente fin de soirée à vous. À bientôt, au revoir. Radio One, le Sunday Time. C'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Je remercie également nos deux invités du jour, Claire Charlot, professeur de civilisation britannique à la Sorbonne, et Olivier Frigara, présentateur, animateur, fondateur de l'émission On refait les Mac, que l'on vous invite à voir sur YouTube si vous aimez, ou si vous n'aimez pas l'actualité d'Apple, c'est toujours intéressant. 20h sur Radio One, on se retrouve nous dimanche prochain 19h-20h pour un nouveau Sunday Time. Excellente semaine à tous. Vos rendez-vous, ce sera mardi avec Tennis Talk, et puis jeudi notez bien à 18h, Grégoire Quelin et Arthur Massot commenteront la finale de coupe de la Ligue des Champions féminines avec les Parisiennes qui joueront face à Francfort à Berlin. Voilà, ce sera en direct sur Radio One entre 18h et 20h. Excellente soirée à tous, merci.